va essayer donc d'aborder aujourd'hui une autre question sur certaines infections virales. Là, on va voir quelques virus, donc des espèces d'empéridés. Donc, on ne va pas voir tout dans les espèces d'empéridés, mais deux virus en particulier. Donc, vous avez l'herpès simplex virus et le virus varicelle zoster. Concernant donc l'infection aux herpès virus, donc on commence donc par l'herpès virus, l'herpès simplex virus. Donc là, c'est juste une diapo pour vous montrer les différents virus herpès. Donc vous avez HH1B1 et 2. Vous avez le HHV3, 4, 5, 6 et 7 et le HHV8. Ce sont différents virus herpès qui peuvent être rencontrés. Mais dans notre cours, on va juste détailler les infections à herpès simplex type 1 et 2 et les infections aux ZV, c'est-à-dire la varicelle et le zoster. Juste un petit rappel sur les caractéristiques générales de ces herpès empéridés. Ce sont des virus ADN. Ils sont entourés par une capside et une enveloppe avec des cellules. Leur diamètre, aux alentours de 150 à 200 nanomètres approximativement. C'est juste un petit rappel ici concernant la réplication des herpès empéridés. Vous avez tout à fait à gauche, c'est le virus qui va essayer de pénétrer au niveau de la cellule hôte. Vous aurez la fusion de deux membranes, la membrane virale et la membrane de la cellule hôte. Il y aura cette fusion, il y aura pénétration du virus, libération de son ADN, l'ADN du virus. Ce dernier, il va essayer d'intégrer le noyau de la cellule hôte. Et une fois à l'intérieur du noyau de la cellule hôte, il y aura une transcription de cette ADN à l'ARN. Et ce dernier, il va être fusionné avec des protéines virales par le biais de la polymérase. Il y aura une formation de nouveaux variants qui vont être libérés au niveau de la cellule hôte pour être libérés à l'extérieur et essayer d'infecter d'autres cellules. Donc là, c'est, si vous voulez, le cycle de réplication des herpès. La transmission de ces herpès. Alors, il faut savoir que ce sont des virus qui sont enveloppés, donc c'est des virus qui sont fragiles. On peut avoir deux modes de transmission, soit transmission par contact direct, avec des vésicules qui sont enrichies de ces virus, ou bien la salive, et c'est le mode de transmission retrouvé dans l'herpès simplex, le VZV. Par contre, on peut avoir aussi une transmission par voie sanguine au cas du CMV et le HHV 6, 7 et 8. Et on a aussi une transmission par voie aérienne concernant le VZV et le HHV 6 et 7. Sur le plan physiopathogénie,
Les herpès non viridés, ce sont donc des virus qui peuvent être au niveau de l'organisme humain. Et là, donc, justement, donc, la pénétration et le premier contact donc, avec l'organisme humain, c'est ce qu'on appelle la primo-infection. Donc, une multiplication donc, virale va être responsable de la primo-infection. Une fois qu'il y aura cette réplication donc, virale, donc, le système immunitaire va être sollicité. Et à ce moment-là, il y aura donc, une fabrication donc, des anticorps. Donc, il y aura donc, une réponse donc, immunitaire qui va essayer, justement, des anticorps, ils vont neutraliser donc, ces virus. Et à ce moment-là, donc, on va passer dans une phase, la deuxième phase, c'est la phase qui correspond à l'infection latente. C'est-à-dire le virus donc, il est là, mais la personne elle est asymptomatique. Donc, il y aura une certaine latence. La troisième phase, c'est la phase qui correspond donc, à la réactivation donc, des virus. Pourquoi donc, il y aura cette réactivation? Justement, à l'occasion des stimulus donc, différents, soit un choc émotionnel, soit un stress, soit donc, une infection, donc une autre bactérienne, d'autres pathologies. Et il y aura donc réactivation de ces virus qui étaient jusque-là dans le temps. Ils vont donc justement se manifester par l'apparition d'autres symptômes. Et là, donc, c'est la phase de réactivation. Donc, la primo-infection, c'est une infection donc, latente donc, à vie. Il y aura justement à l'occasion de ces conditions donc, favorables, telles que le stress, la dépression, soit donc, acquise, donc, ou bien congénitale, donc, acquise par exemple, donc, une dépression qui est occasionnée par l'oubliage. Il y aura une reprise donc, de la multiplication d'un terrain. Et à ce moment-là, on parlera de la réactivation. Concernant les infections aux herpès donc, virus, donc, souvent donc, ce sont donc, des infections qui sont donc, asymptomatiques. En général, il est asymptomatique. Donc, parfois, donc, il peut donc, présenter des symptômes qui peuvent être donc, des symptômes donc, banaux, donc, qui ne sont pas vraiment spécifiques, donc sortent donc, de syndrome cytokine. Par contre, ce qu'il faut savoir et retenir essentiellement, il y a certaines formes donc, des herpès qui sont donc, mortelles, bien donc, très invalidantes. Dans quelle situation donc, l'herpès donc, peut être donc, mortel, peu importe donc, le virus donc, en question, c'est lorsqu'une infection herpétique peut survenir sur un terrain de dépression. Et là, donc, il y aura donc, un retard, soit un retard diagnostique, parce que ce sont il y aura un retard thérapeutique de prise en charge, ou bien, donc, alors ça se vient dans les âges extrêmes, par exemple, chez le nouveau-né, ou bien dans les sujets âgés, ça peut être aussi dans des formes qui sont invalidantes. Alors, on va essayer de détailler les infections à l'herpès simplex, donc virus. Donc là, déjà, on distingue deux types donc, de HSV. Donc, vous avez le HSV 1 et 2. Donc, concernant le HSV 1, c'est la porte d'entrée ou bien la localisation initiale, c'est au niveau de la cavité buccale, au niveau des bandes aériennes supérieures. Donc, il y aura une primo-infection qui est précoce. Une fois que le virus pénètre par la voie aérienne supérieure, c'est-à-dire au niveau de l'oropharynx. Par contre, donc, vous avez donc, le HSV2, type 2. Donc là, c'est essentiellement c'est le type d'herpès qui est responsable des infections génitales. Donc, plus souvent, donc, la première infection se voit donc, après dans la puberté. Et le mode de transmission ici, on peut dire souvent, c'est une transmission par voie sexuelle. Une transmission directe par contact sexuel. Si on va résumer justement donc, cette diapo, donc les infections HSV1, c'est toutes les infections qui se voient au-dessus de la ceinture. Et concernant HSV2, c'est donc les infections qui se voient au-dessous de la ceinture.
Donc là, c'est juste donc, un petit schéma donc, pour résumer donc, la voie donc, de pénétration de l'herpès simplex. Donc là, vous avez donc, le type 1, donc, ce que vous voyez donc, ici en haut à gauche, donc il va donc, pénétrer, bon, ça peut donc, avoir donc, aussi donc, pénétration donc, par la conjonctivale, hein. Donc c'est-à-dire donc, par les conjonctifs, donc par les yeux, ou bien donc, par voie, donc oropharyngée. Donc là, donc, le virus, donc, il va se multiplier donc, ici au niveau donc, des ganglions donc, lymphatiques donc, cervicaux. Et voilà, donc, après donc, une dissémination donc, au niveau sanguin pour constituer donc, la dérivée primaire. Par contre, concernant donc, le virus donc, simplex hominis donc, type 2, donc là, donc, vous aurez donc, une infection donc, au niveau donc, des organes donc, génitaux après donc, des actes sexuels. Donc, après donc, une primo-infection, le virus donc, HSV reste donc, latent, c'est-à-dire qu'il y aura un normal, donc, ne présentera pas donc, de symptômes, mais c'est un virus donc, qui va rester latent donc, au niveau donc, soit des ganglions de Glasser, ou bien au niveau des ganglions sacrés. Donc là, ça dépend donc du type d'herpès. S'il s'agit d'un herpès type 1, simplex 1, ça va être une localisation au niveau du ganglion Glasser. Ici, donc, le type 2, donc, ça va être au niveau donc, du ganglion sacré. Et comme on l'a déjà cité, à l'occasion de certains facteurs donc, déclenchants, donc, soit donc, psychologiques, stress, donc, physique, donc, ultraviolets, donc parfois donc, des facteurs donc, hormonaux, ou bien donc, un problème donc, déficit donc, immunitaire, il y aura réactivation donc, de ces virus donc, qui sont jusque-là latents et seront donc, à l'origine de certaines manifestations cliniques. Donc ici, c'est une diapo donc, justement juste donc, pour résumer les différentes phases par lesquelles donc, il passe l'herpès simplex hominis. Donc la première phase, c'est la phase donc, de primo-infection orale, donc virus donc, de type 1. Donc vous avez ici donc, une pénétration donc, par voie orale et on a donc une multiplication donc, au niveau des ganglions lymphatiques par l'application au niveau buccal. Et là aussi, donc, au niveau donc, des ganglions lymphatiques cervicaux. Et le virus donc, il va rester donc, à ce niveau-là, donc latent pendant des mois, des années, ça dépendra donc, de l'état du patient. Par contre, ici, justement, donc là, c'est la tâche d'une infection latente, donc il va rester donc, latent au niveau de ces neurones. Par contre, ici, à l'occasion de certains facteurs déclenchants, donc troisième plaque, à l'occasion de certains facteurs donc, déclenchants, donc il y aura réactivation de ce virus qui était latent au niveau de ces neurones pour donc, se retrouver donc, à nouveau donc, au niveau des ganglions. Donc, au niveau des ganglions, donc ici, donc, cervicaux, il y a donc, des ganglions de la sphère génitale et être donc, à l'origine de réactivation qui va se manifester par plusieurs tableaux cliniques. Sur le plan clinique, donc l'infection donc l'herpès simplex hominis va se manifester donc, par des lésions donc, élémentaires qui sont faites donc, de vésicules. Alors, donc, ces vésicules donc, là, qui peuvent être tout à fait au début donc, des vésicules donc, liquide clair et qui peuvent donc, devenir troubles par la suite, donc, et qui va se dessécher donc, pour donner naissance à des crêtes, apparemment à des croûtes et des sériques. Et là, donc, concernant l'herpès, en général, ce sont donc, des vésicules, des zones vésiculaires qui sont donc, groupées, donc en bouquet. C'est pour ça qu'on parlera donc, de bouquet d'herpès. Si donc, vous faites donc, un examen clinique complet,
où donc, il y a donc, cette lésion, donc les lésions alimentaires, au voisinage, c'est-à-dire au niveau de la région locale-régionale. Donc, vous allez donc, trouver donc, des adénopathies tout autour. C'est des éruptions en général qui évoluent dans un contexte février. Il dit notre herpès, on dit dans c'est le bouton d'herpès, et là, ça se sous-entend donc il y aura de la fièvre associée. Donc, bon, vous avez ici des images, donc justement le bouton d'herpès qui est situé ici au niveau de la lèvre inférieure de la bouche, et là, c'est vraiment très caractéristique. On le voit, c'est des boucliers d'herpès au niveau de la lèvre supérieure et inférieure. La présentation donc, classique, donc cette infection, cette primo-infection herpétique, bon, ça se voit essentiellement chez l'enfant, hein, donc c'est la pathologie donc, de l'enfant. Elle est asymptomatique en général dans 9 cas sur 10, c'est-à-dire seulement donc, 1/10 donc, de ces enfants qui vont faire ces symptômes cliniques. Alors, quels sont les symptômes? La primo-infection, elle peut se manifester par une gingivostomatite. Donc, le degré est plus ou moins sévère, hein, parce que donc, là, ça peut être une gingivostomatite pour laquelle donc, il n'y a pas donc, des lésions très importantes, mais dans certains cas, c'est une gingivostomatite qui va donc, plus ou moins donc, étendue. Ça va donc même empêcher l'alimentation de l'enfant. D'ailleurs, les risques de se déshydrater, de se dénutrir. Donc, s'il n'y a pas une supplémentation par voie parentale. Donc, c'est une gingivostomatite qui est quand même embarrassante. Mais si donc, on traite avec un traitement donc, symptomatique, donc, des produits donc, pour assécher les ongles, l'utilaire parfois qu'on utilise pour la bouche, les bonnes bouches, etc. Donc, vous aurez donc, une guérison au bout de 2 à 3 semaines. Mais le problème qui se pose, c'est le risque donc, de réactivation. Donc là, il y a certaines personnes, ça suffit donc de faire même notre infection bactérienne virale, il y aura justement la réactivation de cette herpès qui est là, latent. Il existe donc des formes graves, des formes graves des infections herpétiques. Surtout, donc, ce sont donc, les formes où vous avez donc, la cornée qui est touchée. Donc, ça va se manifester donc, par des kératoconjonctivites, qui est donc une des causes. Donc, carrément, c'est la première cause donc, de cécité dans les pays donc, industrialisés. Et vous avez donc, une autre localisation donc, qui est aussi donc, assez sévère, donc, qui est grave aussi, qui nécessite donc, une prise en charge, une prise en charge thérapeutique dans les médias, par un antiviral qui est assez sévère. Il s'agit donc de la encéphalite aiguë, ou bien donc la méningoencéphalite herpétique. C'est une pathologie qui n'est pas fréquente, heureusement. Ça touche, donc ça peut se voir à tout âge, mais on vous dit donc un pic donc, de fréquence donc, aux alentours de cinquantaine. Et ces pathologies, comme je viens décrit, c'est une pathologie qui est très très grave, le pronostic vital qui est mis en jeu. Et parfois, malgré donc, si on instaure un traitement adéquat précocement, donc le risque de séquelles, de complications est toujours là. Donc, sans traitement, la mortalité se vend dans 2 tiers des cas, donc au voisinage de 70%. C'est une pathologie, c'est une pathologie qui est très grave. Donc, on a essayé justement de détailler plus ou moins un tableau clinique, humanisation biologique dans cette diapo. Ça peut être tout simplement une primo-infection. Donc, la personne, dans le départ, peut faire une encéphalite. Donc, lorsqu'on rentre en contact, le premier contact avec l'herpès. Et comme ça peut être donc, une récurrence, c'est-à-dire de l'aurait fait donc, son infection, sa primo-infection herpétique. Et là, à l'occasion d'un contact déclencheur, il va faire cette encéphalite.
Concernant la méningospathe herpétique, c'est une encéphalite qui est d'installation aiguë. Donc là, justement, c'est un des critères majeurs, c'est l'installation qui est aiguë. Alors, c'est une méningoencéphalite qui est nécrosante, parce que l'herpès, c'est des virus qui ont tendance à nécroser le tissu nerveux. Et qui dit nécrose, ce sont des lésions irréversibles, donc il y aura deux opérations après. Le siège préférentiel, c'est temporal. On peut avoir aussi des localisations occipitales, d'autres localisations même frontales. Donc, un début qui est brutal, marqué par un syndrome infectieux, en général malade dans le fièvre régulière 39-40. Il présente des hallucinations, donc c'est des hallucinations auditives ou bien visuelles. Il se plaint de céphalées intenses. Et là, parfois il présente dans les troubles amnésiques, les troubles de comportement. Ça peut aller carrément à un état d'agitation important et dans un stade plus avancé, si le malade n'est pas pris en charge, des convulsions qui peuvent s'installer, des signes neurologiques et le malade peut carrément sombrer dans le coma. Donc, vous pensez à une méningoencéphalite. Donc là, si vous avez des signes neurologiques, des signes encéphaliques comme ça dans l'imagerie cérébrale, pour rechercher s'il n'y a pas de contre-indication interventrielle. S'il n'y a pas de contre-indication, c'est-à-dire l'HIC, notre fréquence centrale crânienne, là, on va faire notre fonction lombaire. Et lorsqu'il s'agit d'une méningoencéphalite herpétique, on va retrouver un LCA qui est clair, lymphocytaire, non oligorachique, ça peut être non-oligorachique légèrement et carabine-orachique. Et la caractéristique qui est très très importante à souligner, justement, en fait, de la herpétique, au niveau du LCR, on va tomber sur des hématies. Alors que la fonction lombaire n'a pas été traumatique. Il ne s'agit pas d'hémorragie ménagère. Donc, tout simplement parce que, comme on l'a bien précisé, les infections, les herpès virus, ce sont des virus qui ont tendance à nécroser le tissu nerveux, donc qui est lié dans nécrose, donc justement, elle est à l'origine de ces hématies au niveau du LCR. Donc, si on fait un EEG, on va tomber sur des complexes périodiques, donc ils sont temporaux, donc en général. Vous pouvez avoir aussi des complexes occipitaux. Et l'imagerie cérébrale, sa place ici, si on fait l'angionéral cérébral, on va retrouver cette tête qui est temporale, généralement bilatérale, asymétrique et qui est associée à un œdème péridésionnel. Par contre, donc, le HASV2, l'herpès qui est responsable de l'herpès génital, la même chose, donc vous avez une lésion élémentaire qui est faite dans les vésicules, donc qui peuvent se localiser soit au niveau de la vulve, au niveau du col utérin, donc ça peut se localiser au niveau du pénis. Il y a une légère prédominance du sexe féminin par rapport au sexe masculin. Et la séronprévalence, donc ça peut aller jusqu'à entre 40 et 70%. Donc, concernant ces patients qui font l'herpès génital, ça peut être symptomatique dans un cas sur 3. C'est-à-dire le tiers des cas, donc c'est asymptomatique. On peut faire un herpès, mais sans avoir des lésions vésiculaires imminentes. Si donc, par contre là, je dois attirer votre attention en vous disant, si donc les patients, surtout s'ils font un herpès génital récurrent, là, qui est récurrent, c'est-à-dire en début de 6 épisodes par an, il faut donc chercher l'infection dans la VIH. Parce que donc là, vous avez souvent cette co-infection, le HASP2 plus dans la VIH. Alors, cet herpès simplex hominis type 2 il peut être aussi responsable de l'herpès néonatal. Et là, c'est la deuxième urgence thérapeutique. L'herpès néonatal, donc le pronostic est sombre, parfois même avec un traitement antiviral prescrit précocement et à dose adéquate.
Alors, ici, donc, c'est le nouveau-né qui va être contaminé. Donc, à l'accouchement, la maman a présenté donc, une herpès génitale, n'a pas été donc, traitée. Ou bien, donc, une mère donc, qui présente une primo-infection donc, à la fin donc, de la grossesse. Et là, donc, elle va accoucher. À ce moment-là, donc, aussi, donc, le bébé donc, risque de faire donc, une infection néonatale. Par contre, le HSV1, donc, lui aussi, il peut être euh, responsable des infections néonatales. Et là, lorsqu'il s'agit d'un contact donc, direct avec l'entourage. C'est-à-dire, vous avez l'entourage qui est porteur de cette herpès, donc le nouveau-né va être en contact avec le bébé, et là, il risque donc, de choquer donc, cette herpès néonatale. Essentiellement, si la maman n'a pas des anticorps protecteurs. Là encore, j'insiste sur le fait que c'est une pathologie qui a un pronostic sombre, qui est vraiment très grave. Par contre, ici, donc, l'herpès néonatale, bon, donc, il peut être sous forme donc, localisée. Donc, la localisation, ça peut se voir donc, au niveau de la peau, les yeux ou bien la bouche. Et donc, on peut donc, se retrouver aussi avec des formes donc, assez graves. Ce sont donc, des formes neurologiques qui dit neurologique, c'est-à-dire des atteintes encéphalitiques. L'herpès aussi donc, il peut disséminer donc, au niveau donc, du sang, donc ça se constitue dans une hérémie. Et donc là, on peut avoir chez donc, le nouveau-né différents symptômes, à savoir une atteinte hépatique, donc la zone par l'hépatite, un syndrome donc, hémorragique avec un saignement abondant. Et là, donc, c'est enfants à prendre en charge, donc carrément une équipe de soins intensifs. Comment donc, on va poser dans le diagnostic des infections donc, herpétiques? Donc ici, c'est cas par cas. Donc ce n'est pas dans tout les infections herpétiques, on nécessite un diagnostic biologique. Si j'ai donc, un herpès donc, labial, c'est évident, donc ça suffit donc, de voir donc, cliniquement le tableau clinique, donc, et là, donc, on va dire qu'il s'agit d'herpès. Donc la même chose, donc s'il s'agit d'un herpès génital, donc celui que je vois, c'est les études qui sont groupées en bouquet, donc au niveau d'un but ou bien au niveau de pénis, etc. Donc, cliniquement, on peut faire un diagnostic. Par contre, ici, notre diagnostic biologique, donc on fait appel à ce diagnostic biologique lorsque vous avez des formes, par exemple, atypiques, des lésions ou bien carrément dans un but purement épidémiologique pour détecter des formes qui sont asymptomatiques. Chez les immunodéprimés aussi, on peut avoir des formes atypiques. Donc là, on peut faire appel aussi à un diagnostic biologique. Et la PCR test, donc quasiment indispensable pour poser le diagnostic en bien bon, c'est vrai que si on a notamment scientifique, on commence à entendre d'avoir une PCR positive. Mais si on a un PCR positif, là, ça nous permettra d'assurer notre diagnostic. Alors, quelles sont les différentes techniques utilisées justement pour le diagnostic biologique de l'infection herpétique? Bon, donc la première technique, c'est l'infection dans les antigènes en virus. Et là, en utilisant les différentes techniques, soit en connaissance ou même parfois, donc, on est obligé de faire appel à la culture dans certaines spécifiques. Donc là, vous avez plutôt en général dans les passives, donc la lecture n'est pas très lente, vous pouvez prendre la réponse de 2-3 heures par jour. Et un autre diagnostic de cette étude, c'est la PCR, qui permettra de faire une connaissance dans la bien
si donc, on veut poser un diagnostic positif d'un herpès génital, donc là, parce qu'il y a une forme atypique, etc. Donc, on peut faire donc, juste un échantillonnage dans le génital. Et là, on va essayer de chercher justement une antigène et de lancer sur une culture fameuse spécifique. Pour le diagnostic positif donc, des herpès néonatales, on va essayer de faire un microbionnage dans les yeux, le nez, les oreilles du bébé. Et on va lancer la culture spécifique. Et on essaiera donc de faire aussi donc, la PCR. Concernant la mégancéphalite encéphalite, donc là, c'est l'indication de faire la fonction d'enclampement. Et on va essayer de rechercher justement l'ADN en virus par la PCR, donc du SR. Donc, on a posé le diagnostic d'infection encéphalite. Lorsqu'il s'agit d'un dépendance sévère et grave, c'est l'indication de mettre en route un traitement antiviral en urgence, et c'est un traitement qui va être en base, donc là, ou bien, donc c'est donc en fonction, donc là, ce n'est pas dans disponible la cyclovir, pardon, on va utiliser le valacyclovir, qui a aussi donc, une action contre donc, les virus de la famille RS. D'autres molécules qui ont une action sur donc, les herpès non-virulés, c'est le foscavir. Et là, donc, il s'agit d'un inhibiteur de l'ADN polymérase. Donc là, si vous vous rappelez, dans le schéma, on a vu donc, la réplication du virus dans herpès. Donc il y avait donc, une ADN polymérase qui est responsable de la formation des protéines virales. Donc là, donc, ce sont donc, des inhibiteurs de cette ADN. Donc, c'est un traitement pour le foscavir, c'est un traitement qui est donc, très efficace contre l'herpès simplex varicelle, donc herpès simplex omics, pardon, donc contre les athlètes. Et il a une très bonne action aussi contre le cytomégalovirus, le CMV. Donc, c'est des molécules aussi qui ont donc, leur place. Si on tombe donc, sur donc, des herpès vérités qui sont en position donc, à la cyclovir, ou bien donc, les grands cyclovirs. Concernant le méningoencéphalite critique, donc il y a une urgence diagnostique et thérapeutique, c'est l'indication de mettre en route un traitement antiviral à base de cyclovir. Et là, donc, il faut donner la posologie suffisante, c'est 15 mg par kilo dans toutes les 8 heures, donc pour une durée de 21 jours. Concernant donc, le méningoencéphalite critique, en général, c'est des patients donc, qui vont faire des troubles encéphaliques très importants, qui peuvent aller jusqu'au coma. Donc, ce sont des patients qui peuvent prendre en charge une unité de soins intensifs. Parfois, donc, ils vont nécessiter carrément une intubation, une ventilation assistée. C'est des malades qui nécessitent donc, aussi donc, un traitement symptomatique, des convulsions. Donc, il faut donner des anticonvulsivants. Et parfois, vous avez une diagnostic cérébrale qui est très important, donc on est obligé de donner des antivirales pour lutter contre l'HIC. Et parfois, donc, les patients peuvent présenter dans des épaules attribuées, donc là aussi, donc il faut assurer une bonne réhydratation, tout en essayant de ne pas aggraver son édème cérébral. C'est vraiment une unité de soins intensifs donc, qui devrait prendre en charge ce genre de patients. Alors, comme on l'a déjà précisé, c'est une pathologie infectieuse qui est très grave, et avec un taux de mortalité qui peut arriver jusqu'à 30%. Et là, j'insiste encore une fois, malgré un traitement antiviral qui a été instauré précocement dans la dépôt, etc. La deuxième urgence thérapeutique, c'est l'herpès néonatal. Là aussi, il faut donner la cyclovir pas en terrain pendant 21 jours, donc les mêmes posologies, 10 à 15 mg de 8 heures. Et là, pour l'herpès néonatal,
C'est donc une infection qui est aussi grave que la mégaencéphalite, peut-être, je dirais plus, elle est plus grave, car le taux de mortalité peut arriver jusqu'à 60%. Donc, il faut disséminer malgré un traitement adéquat. Une autre indication du traitement antiviral, c'est l'herpès qui survient chez l'immunodéprimé. Donc ici, on peut le donner comme un traitement préventif pour justement éviter l'apparition de complications secondaires. C'est le cas par exemple des patients qui sont séropositifs pour le VIH, qui ont un taux de CD4 qui est très bas. En général, inférieur à 100 cellules par microlitre. Donc, c'est des malades qui nécessitent un traitement par acyclovir, donc on peut le donner ici par papyrus, donc à dose de 400 mg par jour. Mais bon, souvent, donc, pour assurer une bonne efficacité et donc une bonne observance aussi, hein, on donne donc de préférence donner le traitement par voie IV. Et là, en particulier, chez les greffés abdominaux. Par contre, ici, on regarde l'herpès immunodéprimé, c'est l'indication aussi de traitement curatif. Donc, c'est le malade qui vient, lui, par exemple, il est séropositif pour le VIH, donc il a une fausse herpès. Donc, on est obligé de le garder et de le mettre sous acyclovir par voie IV. Une autre indication de traitement par acyclovir, c'est l'herpès génital. Donc, vous avez si vous voulez, deux situations. La primo-infection herpétique, la primo-infection, peut nécessiter un traitement par un antiviral si elle est sévère. À ce moment-là, il faut donner une acyclovir, donc là, soit on va par antiviral ou bien par référence pendant 5 à 10 jours. Si notre malade il va faire des récurrences, donc là aussi, si l'indication peut traiter par voie référence en général, ou bien la cyclovir, ou bien la cyclovir. Et là, c'est des traitements qu'on peut donner pendant une durée de 5 jours. Si notre malade vous fait un herpès génital qui est récurrent, et là je vous ai dit, on définit par une récurrence, on fait 6 épisodes par an. Là, on peut donner un traitement préventif à la cyclovir. Bon, là, donc, justement, on peut les faire récurrent, donc le problème du traitement cancer préventif cyclovir, c'est le risque de sélectionner des mutants résistants à la cyclovir. Ici, on trouve, on a fait un prélèvement et on a mis en évidence un herpès qui est résistant à la cyclovir. Donc, c'est l'indication de mettre en route le procédé ou bien le pseudophobie pour traiter dans l'épisode actuel. L'herpès labial, en général, il ne nécessite pas un traitement par voie virus, donc par voie IV. Ça suffit de donner un antiviral sous forme de crème pour mal locale. Si le mal va présenter une thérapie herpétique, si le mal va présenter une thérapie herpétique, donc ça dépendra. S'il s'agit d'une pratique superficielle, donc là, on peut utiliser des collyres à base d'acyclovir en collyre, mais c'est important qu'il soit l'acyclovir seul, donc non associé à des corticoïdes locaux. Ce que là, si vous avez une paratite herpétique, vous allez associer les corticoïdes, donc il y aura un risque de perforation crânienne. Donc là, il faut donner juste un antiviral seul. Et ça suffit donc de donner un traitement local sans donner un traitement par voie générale. Comment on peut prévenir les infections herpétiques? Là, concernant l'herpès génital, il faut l'éducation sexuelle. Il faut utiliser les préservatifs lors de leur relations sexuelles. Concernant l'herpès néonatal, c'est l'éducation des parents. Et si la maman présente
l'utérus génital et elle va accoucher pendant la liquide dans la césarienne. Par contre, là, c'est un vaccin qui a un mouvement concernant justement les infections hérétiques. Donc, on a essayé de faire le tour concernant les infections d'herpès, sapex nocominis. Donc là, on va essayer de détailler les infections à virus varicelle-saisonnal, le VZV. Comme on a déjà expliqué, la varicelle va correspondre à une primo-infection. Et lorsqu'il y aura une réactivation de ce VZV, donc ça va être à l'origine de ce qu'on appelle le zone. Donc on commencera par la varicelle, qui est une maladie virale qui est contagieuse. Elle se va sous forme de petites épidémies durant la période des hivers, donc ça fait jusqu'au printemps. Elle touche essentiellement les enfants en âge scolaire, c'est-à-dire entre 6 à 8 ans. Bon, mais elle peut se voir aussi chez les adultes. Si on n'a pas fait sa varicelle durant son enfance, on n'a pas été vacciné contre la varicelle, donc il risque de la faire à l'âge adulte. Et là, justement, si les gens qui font la varicelle à l'âge adulte, c'est un risque des complications, à savoir les affects pulmonaires, les affects neurologiques, etc. Quel est le mode de transmission de la varicelle? Donc, le mode de transmission le plus important, c'est par voie aérienne. On vous dit par les gouttelettes de salive, le virus. Donc, il va pénétrer soit par le conjonctif, bien par la bouche, le max. Donc, à ce moment-là, il y aura modification dans les ganglions lymphatiques. Donc, le mode de transmission le plus important, c'est le mode respiratoire. Mais on peut avoir aussi le mode de transmission direct, avec les vésicules qui sont riches en virus. Alors, si la varicelle va se voir en fin de grossesse, c'est-à-dire la dame qui a présenté une éruption les 5 derniers jours avant son accouchement. Donc, il y a le risque de contamination de pneumonie et c'est le risque aussi que vous ne voulez pas faire une varicelle généralisée. Donc, dès maintenant, je vous dis, ça fait partie des indications de traitement du virus. C'est vraiment pour faire une varicelle, justement, juste avant son accouchement. Alors, sur le plan en plusieurs pathogénie, donc comment ça va se transmettre cette maladie virale contagieuse concernant la varicelle. Donc, comme on l'a précisé, la filtration, ça va être soit par rapport au conjonctival ou par rapport oral. Donc, il y aura pénétration du virus, donc ce dernier, donc il va se multiplier donc au niveau des voies aériennes supérieures. Donc, il y aura une multiplication des voies aériennes supérieures. Et il va se localiser au niveau des ganglions lymphatiques. Donc, il ne va pas rester au niveau des ganglions lymphatiques, il va se disséminer au niveau sanguin pour se localiser au niveau des différents organes. Et là, ce passage du virus du ganglion cervicaux vers les organes, les autres organes, ça va correspondre à notre première épidémie. Une fois arrivé au niveau des différents organes, donc le virus il n'est pas se multiplier encore, et il va se disséminer encore une fois au niveau du sang. Donc, sans le passage dans les organes, différents organes, les organes viscéraux vers le sang, ça va correspondre à la deuxième épidémie. Et une fois qu'il y aura l'installation de cette deuxième épidémie, il y aura une localisation justement de virus au niveau de différents endroits. Entre autres, vous avez le niveau d'intérieur. Et à ce moment-là, justement, au bout du 14e jour de l'infection,
il y aura donc l'apparition de cette éruption vésiculeuse qui est plus ou moins généralisée. Donc ici, vous avez un contact, c'est la première infection. Donc vous avez une pénétration soit par la bouche, donc bien au niveau conjonctival. Il y aura une multiplication au niveau lymphatique, mais ça va passer au niveau du sang, donc pour constituer la première limite. Une fois donc passé au niveau du sang, donc le virus va se localiser au niveau de différents organes, y compris au niveau du foie. Et donc, le niveau du foie donc, va pas rester ici, qui va donc être disséminé encore une fois au niveau du sang pour affecter les autres organes. Et là, ça va correspondre à la périmie secondaire. Donc là, donc, vous avez les lésions de la varicelle, c'est des éruptions qui est vésiculeuse, qui est là, généralisée. Donc, vous avez cet exanthème qui est fait de macules, et là, on va être surmonté par des vésicules qui peuvent être en liquide clair. Au départ, puis il deviendra un trouble et il va donner naissance à des croûtes en mini-série. Et cette éruption, donc des exanthèmes, qui va être associée à un énanthème. Vous voyez ici, on a à droite au niveau de la bouche de cet enfant. Vous avez un énanthème aussi qui est fait dans des vésicules à liquide qui est plus ou moins cru. Alors, une des caractéristiques très importantes de l'infection, un symptôme qui est très important dans l'infection varicéleuse, c'est une éruption cutanée généralisée, mais qui est prurigineuse. Et ça touche dans tout le corps, y compris au niveau du cuir chevelu. Ça dépend d'un cas physiologique très important. Donc ici, donc, ce virus qui était jusque-là au niveau du ganglion lymphatique, au niveau des neurones, il va se réactiver à l'occasion d'un certain facteur déclenchant pour gagner, il va se retrouver ici au niveau de la peau, au niveau des différents organes, pour donner naissance à ce qu'on appelle le zona. Donc ici, le zona, c'est la réactivation du virus désactivé. Alors, donc, le zona, il s'agit donc là aussi d'une infection virale qui est due au virus désactivé. C'est une infection virale qui est caractérisée par un nombre d'éléments. Alors, les zones élémentaires, là aussi, c'est des vésicules qui sont remplies de liquide clair qui deviennent un trouble. Et ce sont donc des lésions qui vont se retrouver dans des territoires radiculaires innervés, par des racines nerveuses. C'est-à-dire que là, vous aurez des localisations métamériques. Donc, il y a des métamères qui est touché, c'est le métamère qui est innervé par la racine nerveuse, où il y avait la réactivation de ce virus désactivé. Donc, une des caractéristiques importantes de l'infection de zona, c'est ce trajet radiculaire. Et deuxième caractéristique, c'est cette douleur qui va accompagner le tableau clinique et qui peut persister juste même après l'infection au virus. C'est ça ce qu'on appelle les agios stériles. Donc ici, vous avez au niveau du thorax, au niveau abdominal, vous avez ces lésions de zona, donc ils prennent un siège périphérique. Là, il s'agit aussi d'un zona dans la partie supérieure de l'épaule, il y en a dans le cervical aussi. Et dans cette photo qui est à droite, il s'agit d'une zona ophtalmique. Donc là, on insiste encore une fois sur les caractéristiques de cette douleur. Donc, il peut être une douleur invalidante nécessitant un traitement oncologique par palier. Là aussi, c'est une zone ophtalmique. Avec des lésions de infection par endroit.
Et là, on arrive au stade de lésion coûteuse. Donc, on constate qu'il y a des éléments d'âge déploiement, certes, mais dans cette photo, il y a beaucoup plus de lésions coûteuses. Donc, sur le plan de physiopathe, donc, on a dit dans vraiment affection, c'est la varicelle. Vraiment affection des effets. Donc, vous avez fait le crédit, la varicelle. La même chose, donc, transmission ici, c'est fait temporelle en aérienne, ou bien par contact direct. Donc, l'incubation, on va aller de 14 à 20 jours. Donc, vous aurez une éruption qui est vésiculeuse, donc il va toucher le tronc, donc il va diffuser de façon donc, son prépuge, et qui peut être compliquée par l'installation de la purpurine en thrombopénie, par l'installation de pneumopathie varicilleuse, et parfois on a pas les effets neurologiques qui vont se manifester par une encéphalite. Donc là, on a 6 000 élémentaires de la varicelle. Donc, il existe les programmes de la varicelle. Si elle survient essentiellement sur des terrains déprimés chez l'enfant, donc des leucémies, donc des problèmes néoplathiques, donc d'où notre indication dans la vaccination, et donc aussi chez la femme enceinte. Donc, cette femme enceinte, on peut pas, donc, au niveau dans les premiers temps, c'est-à-dire les premières semaines, être à l'origine des embryophotopathie. Et si la varicelle survient donc à la fin de la grossesse, donc elle peut être à l'origine de la varicelle néonatale, qui est une pathologie qui est très grave. Donc la réactivation de cette varicelle, donc elle va être à l'origine du zona. Alors, donc, on l'a expliqué, donc le zona, il s'agit d'une réactivation virus non désactivée à l'occasion d'un facteur déclenchant, qui va se manifester par une éruption vésiculeuse, en général latérale. Le territoire cutané qui est touché, c'est le territoire qui est innervé par la racine où il y a l'infection dans le virus. Donc c'est pour ça qu'on dit dans le zona, ça suit un trajet radiculaire. On peut donc justement si donc, la neurone touchée, donc, il s'agit donc de nerfs optiques. Là, on peut donc avoir ce qu'on appelle le zona ophtalmique. Et donc, ce zona ophtalmique qui va donc, se manifester par ces lésions vésiculaires coûteuses, la région qui est innervée par le nerf ophtalmique. Et elle est associée souvent à une douleur qui est très intense. Donc, le zona ophtalmique peut donner une douleur très intense avec une sensation de douleur. Donc, on peut tomber même sur un photo neurologique, avec par exemple de paralysie facile. Comment on va poser notre diagnostic? Donc, c'est bien la varicelle de zona. Alors, le diagnostic de là, c'est un diagnostic qui était clinique. C'est vrai, bon, donc, pour poser le diagnostic de n'importe quelle pathologie infectieuse, il faut faire appel exactement à l'analyse clinique. Donc, à l'analyse, vous avez une sorte d'encouragement, faire séminaire, non-vaccination. Clinique, vous avez donc ces lésions qui sont vésiculaires, qui sont généralisées. Donc, même au niveau du cuir donc chevelu. Donc là, c'est très important. Et les préjugés aussi, donc ça peut dans le niveau de la varicelle. Parfois, on peut avoir des tableaux de qualité. Les autres arguments, nous avons un amnistie clinique. Donc, vous avez donc des arguments dans le paraclinique. Et là, c'est justement, donc, on va essayer de faire des traitements, donc des hypomyomnages, au niveau des lésions, pour rechercher donc, l'ARN viral, l'ADN viral avant. Et à ce moment-là, on va essayer de rechercher, détecter dans les antigènes, pour modifier dans les arts. Et c'était pas évident de mettre avec nos antigènes. On va essayer donc, de faire notre infusion.
On terminera par poser le diagnostic, donc la variation monotonale, par l'utilisation de la PCR. Donc là, si la PCR est positive, il s'agit d'un examen national confirmé. Donc, quand est-ce qu'on pourrait faire appel à. Donc, par contre, donc là, normalement, justement, on a posé le diagnostic, comment on va traiter. Donc, ici, vous avez donc, en fonction des cas. Si j'ai un zonage qui survient chez un patient qui est déprimé, et là, donc, je dois faire attention en vous disant, si quelqu'un est présent à un zonage, il faut rechercher un terrain sous-jacent, entre autres, il faut rechercher des médications, soit dans le VIH. Donc, le traitement, donc, ici, c'est l'antiviral, à base de à dose donc, environ entre 10 mg, donc entre 7 et 8 voilà. Bon, donc, le traitement donc, va être donc, indiqué chez l'immunodéprimé, donc va être donc, indiqué très bien chez la femme enceinte. Voilà. Et dans les formes rares, bien sûr. Donc, par exemple, le zonage panique, donc c'est pas une. Et on peut faire appel aussi, donc, on peut faire appel aussi à un traitement antiviral à base de Valaciclovir en cas de zonage en bien dans le côté soit généralisé, soit chez les déprimés ou les etc. Par contre, là, donc, ça a été constaté que la cyclovir, antiviral à cyclovir, il faut le donner le plus précocement possible. Et là, on va dire dans les 72 heures qui suivent, donc, au maximum, dans les 72 heures qui suivent l'installation de l'éjection. Par contre, chez le sujet âgé, même si on dépasse ces 72 heures, donc c'est la phase donc ça correspond à la réplication générale, si on dépasse les 72 heures, on peut donner un traitement, tout simplement parce qu'il y a une indication et on constate que traitement par la cyclovir et les problèmes diminuer les douleurs post-hospitalières. Donc c'est pour ça qu'ils se voient seulement chez le sujet âgé, bien dans la cyclovir. C'est pour cela que le système de justement de donner la cyclovir pour prévenir c'est de la post-hospitalière. C'est la pharyngéation du sujet âgé. Donc, on a le varicelle, ça nécessitera un traitement symptomatique à base donc, des douches, donc il peut se faire plusieurs jours, plusieurs fois par jour, donc une ou deux fois. Il faut donc se permettre de donner des douches fraîches. Donc là, ça peut bien sûr pour diminuer l'intensité vite. Comme c'est mal qui est pour la journée, c'est pour ici de couper les enfants du patient, c'est vraiment ceux des enfants. Et on essaie aussi des infections. Des infections de ces lésions avec un antiseptique et essayer d'assécher justement avec les omidines pour éviter l'entrée sur la pression. Pour ces malades en présence de la douleur, on peut donner un Vagitapase de paracétamol. Par contre, là, j'étais vraiment sur que jamais prendre de l'aspirine parce qu'il y a un risque sinon de la. Donc, on peut commencer par le paracétamol et si ça ne marche pas, donc on peut augmenter les antalgiques par palier. Et donc là, ces patients présentent une douleur post-hospitalière qui est très importante. Ils peuvent en contacter les données.
donner des antalgiques, on peut donner un anti-inflammatoire, c'est déconseillé. Par contre, là, il ne faut pas donner le talc, parce que là, si vous utilisez le talc sur des lésions, il y a un risque de sur-infection. Donc, comment on va prévenir le zona? Donc, ça dépend dans quelle phase vous avez intervenir. Si le malade fait déjà l'infection, c'est survient chez soit de notre vaccin, et ça survient chez sur un terrain de dépression, il faut donc essayer de neutraliser les virus transactions avec des immunoglobulines spécifiques. Donc, il faut donc donner des immunoglobulines. Par contre, là, donc, il y a un vaccin qui est efficace. Zostavax, pardon. Donc, ça se donne donc, essentiellement en cas de récurrence ou bien donc, à titre préventif pour l'hémorragie systémienne au-delà de 60 ans en général, 60 ans et plus. Donc, il y a notre vaccin donc, qui est disponible chez nous. C'est le vaccin qui est tétravalent, donc à base de EOR, c'est-à-dire la angine originaire irrégulière, plus donc l'AMC. Donc d'ailleurs, c'est un vaccin qui a eu donc l'AMA, donc puis donc du lycée. Donc à titre préventif, donc en résumé, on doit donner des immunoglobulines. Voilà, donc c'est manger des immunoglobulines. Et on peut donc prévenir par la vaccination donc, des sujets qui sont des sujets âgés par Zostavax ou bien le vaccin tétravalent.